s'inscrit complètement dans la même logique que le BIM, avec la maquette numérique, et dans un mouvement bien engagé de la transformation numérique et l'industrialisation du secteur de la construction. Je pense que ça, c'est vraiment deux éléments, transformation numérique et industrialisation. En fait, comment construire des bâtiments et des infrastructures comme on construit aujourd'hui des bateaux et des voitures. Et l'idée, c'est de passer, bien entendu, de la conception à la réalisation. Et ça passe par une méthode de travail, comme c'est expliqué donc, par Olivier tout à l'heure, qui nécessite de mettre autour de la table un certain nombre de compétences. Et donc, chez Xtree, et le travail qu'on fait avec nos clients sur chacun des projets, on a à la fois des académiques parfois, des architectes. La plupart des gens chez nous sont, on a une quinzaine, on a été créé en 2015, et ils sont la plupart architectes et ingénieurs génie civil et data scientists. Et donc, du génie civil, de la science des matériaux, de la robotique et de l'informatique. Et là, je parle un peu de l'écosystème français, avec nous, l'École des Ponts, le CSTB, la Farge aussi, mais on travaille aussi avec Vika, avec Heidelberg et autres, les arts et métiers, ABB. Donc, vous voyez, donc, autour de la table, que ce soit pour un projet ou même dans l'entreprise même, des compétences qui sont rassemblées pour pouvoir avancer. Avec cette idée du collaboratif, bien entendu. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Qu'est-ce que l'impression 3D? En fait, on démarre effectivement par le modèle numérique que vous voyez en haut à gauche, un écran, et on a un système de contrôle, les éléments de la maquette numérique étant traduits en parcours robot, permettant de maîtriser la quantité de matière là où on en a besoin, qui est produite dans un mixeur, donc, que vous voyez là-haut, une pompe, et on amène le béton, exactement la quantité dont on a besoin, le moment où on en a besoin, dans une tête d'impression. La technologie d'Xtree, c'est une technologie bicomposant, c'est-à-dire qu'on retarde le béton dans le mixeur et on l'accélère dans la tête. Ça, c'est ce qui permet de consommer beaucoup moins de béton. Vous voyez, là, vous avez deux colonnes à droite là, qui sont imprimées en 30 minutes. Ça permet d'aller assez rapidement. Alors, l'intérêt de l'impression 3D, c'est la liberté de forme. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de moules, qui ensuite d'ailleurs génèrent des déchets. Donc, on réduit aussi les déchets de ce point de vue-là. Le moule étant la maquette numérique. Donc là, vous voyez, là, c'est des prototypes qu'on avait fait pour le projet de maison Villaprint à Reims, qui est d'ailleurs en cours de construction. Je sais pas, il y a un certain temps de latence. Vous avez quoi à l'écran? Une page blanche. Voilà, bon. Voilà, c'est bon. Voilà, donc voilà, les différents types de textures que l'on peut avoir grâce à cette liberté de forme. Et en fait, on travaille le béton de façon assez millimétrique, en fait. Aujourd'hui, on est dans des tolérances, là, vous voyez, là, je présente des gros, on est à des tolérances de 5 mm. On peut travailler aussi la couleur. Voilà, donc liberté aussi de ce point de vue-là. Alors, l'évolution en fait, de l'impression 3D depuis 2016, quand on a commencé, en haut à gauche, là, on imprimait du béton. Voilà. Bon. Donc, on s'était fort, machin, etc. Puis, en 2018, on a utilisé donc, le béton imprimé pour faire des réservations et couler du béton à l'intérieur. Notamment, vous avez là un petit écorché à droite, là, où on a du béton fibré qui permet de faire structure. Et je montrerai des projets qui ont été dans ce sens-là. En 2020, la grosse avancée, c'est qu'on a vraiment fait que le béton imprimé collabore aussi à la structure.
Voilà, on est aujourd'hui à quelque chose qui est… on n'a pas besoin de remplir tout de béton ou trop de béton et de moins en moins de béton, parce que l'objectif, il est bien de réduire la quantité de matière qu'on utilise. Voilà. Et en 2022, les gros projets qu'on est en train de préparer, je vous les montrerai, eh bien là, on ne met plus de béton dans les réservations. On a une résille vide, creuse, un nid d'abeilles, et on va mettre de la poche-tension et mettre tout en compression de telle façon à ce qu'on ait des éléments structurels. Alors, quelques projets rapidement, si l'écran veut bien dérouler rapidement. Voilà, donc là, typiquement, là, on a un poteau, c'est 2016. On a fait une forme imprimée en 3D et on a coulé du béton à l'intérieur, fibré, et c'était un élément structurel. On peut certainement dire que c'est un des premiers poteaux structurels imprimés en béton au monde. Hein. Donc, ça, c'est Aix-en-Provence. Vous voyez là le chantier. Ça, c'est Maison France Confort, le concept Iris. On avait fait dans un partenariat avec Assemblée industrielle des poteaux aussi. Vous voyez la finesse des poteaux. Toujours dans la même idée donc, de renfort en coulant du béton à l'intérieur. Et puis à droite, des résilles de béton. On aurait pu imaginer un MUSEM avec des résilles qui auraient été totalement différentes les unes des autres et non une réplication de plusieurs résilles. Voilà, là, on peut faire des choses totalement… Alors là, on commence le béton collaboratif, on va dire, imprimé et coulé, avec des mâts. Là, les prochains… Alors, normalement, en 2022, on devrait avoir les premiers mâts arrivés sur le marché avec des opérateurs téléphoniques. Ils font 12-20 mètres de haut. Et là, en fait, ils tiennent grâce à de la post-tension. Donc, c'est des voussoirs qui sont les uns sur les autres. Et ensuite, il y a des câbles qui sont tendus pour… voilà. Ça tient dans un environnement sismique, ouragan, etc. Voilà, on travaille avec l'Amour Ricciotti Ingénierie, Lafarge Holcim, Fraissinet sur ce type de projet. Et là, ce sont des voussoirs. Alors, je passe. Tout à fait autre chose, infrastructure, des réservoirs d'orage. Ça peut être aussi des collecteurs d'eau, voilà, bon, tout ce qui est infrastructure souterraine. Là, l'intérêt, c'est qu'on produit ça en préfa sur des pièces uniques. En fait, la pièce est scannée dans d'anciens réseaux. Donc, on scanne l'ancienne pièce, on la produit, on rebouche la voirie qui n'est pas immobilisée pendant 3 semaines. Et puis, une fois que la pièce est faite, on vient la poser. J'entends les constructeurs, hein, nous, on ne fait que la partie impression 3D. Et en fait, ce qui permet d'avoir un chantier qui ne dure qu'une semaine. Et ça, c'était avec .ptp à l'époque. D'autres types de projets. Alors, ça paraît moins architectonique que l'impression 3D qu'on voit aujourd'hui. Mais en fait, c'est comment améliorer la performance sur les chantiers. Alors là, on a beaucoup travaillé avec SPI Batignolles, qui d'ailleurs vient d'installer un système qui a été installé au mois de novembre, fin novembre, et qui va commencer à produire en région parisienne, un système ISTRI. Là, en fait, c'est des boîtes de réservation. Plutôt que de mettre du bois ou de l'acier qu'on vient enlever une fois que la banche a été coulée, et bien là, on a un élément en béton qui reste. Et donc, moins de main-d'œuvre dans des conditions d'ailleurs pas toujours faciles sur les chantiers. Et là, alors typiquement, là, vous voyez un chantier, quand on prend une maquette BIM, un petit bâtiment, c'est de l'ordre de 3000 réservations. Donc, en fait, on a un copier-coller de la maquette BIM, une extraction et automatiquement traduit en parcours robot et production par le robot. Oui, ça, c'est extrêmement… voilà une application BIM, du BIM à la réalisation totalement automatique. Je vous parlais de projets importants qui vont être complètement creux, dans le sens où on ne mettra pas de béton à l'intérieur, des résilles imprimées en 3D. Là, en fait, on voyait à droite un peu des schémas. Alors, ce n'est pas exactement comme ça que ça va se passer, mais la philosophie, c'est ça. Voilà, on va économiser entre 40 et 60% de matière par rapport à un système classique. Et bon, voilà, ça c'est à Plaine Commune, c'est dans le cadre des Jeux Olympiques. Et on est en train de commencer les prototypes pour une deuxième passerelle
dans le sud-ouest de la France, dans l'Hérault. Donc, voilà. Donc là, en fait, vous avez en haut les différents voussoirs en fonction de là où on se positionne sur la passerelle, et une comparaison avec un système BFUP en bas à gauche et un système classique à droite. Et on a commencé à travailler donc, avec l'école des ponts sur l'empreinte écologique des différentes solutions. Rapidement, vous voyez en gris, enfin, les 3 solutions A, c'est l'impression 3D, en 2, c'est BFUP, et en 3, classique. Vous voyez en gris foncé l'impact environnemental du béton. En orange, la partie acier liée au post-tensioning, liée à la pré-contrainte ou à la post-contrainte. Vous avez en orange les moules, en gris clair les supports, donc les piliers, les poteaux. On a besoin de moins dimensionner les poteaux quand on est beaucoup plus léger, et de même que pour les fondations, on a une réduction importante de la taille des fondations, la dimension des fondations, quand on a quelque chose de plus léger. C'est assez logique. Voilà, l'autre projet Villaprine, donc 5 maisons qui sont en cours de production. Et là, vous voyez, là, on est en système de préfa. Donc, on a produit les murs en gris à gauche, là, qui vient de s'intégrer dans une construction en bois pour la partie technique, là, en gris clair derrière, et un CLT pour la toiture végétalisée. Voilà, donc le béton qui s'inscrit dans une construction multimatériaux avec une utilisation là où on a besoin de formes et de fonctions spécifiques. Là, voilà des images de la pose des premiers murs. Poser un mur, c'est maximum 20 minutes, quoi. Voilà, bon, c'est quelques projets de panneaux de façade, des projets d'infrastructures maritimes avec des récifs à Monaco, Cap d'Agde, on en a fait une trentaine. Enfin, aujourd'hui, on a une centaine de récifs installés un peu partout. Voilà, de l'aménagement urbain, je passe rapidement, des meubles. Un projet intéressant avec Roche-Beaubois, là on en est à peu près à la 200e table produite, qui sont toutes des tables différentes, puisque vous pouvez aller sur le site de Roche-Beaubois, programmer votre propre table, et donc vous développez vous-même la maquette numérique, qui va être ensuite transmise directement chez Extri et produite sans aucune intervention humaine. C'est-à-dire que là, on est dans aucune rupture de la chaîne numérique, de la conception, alors ultra participative, puisque les personnes peuvent elles-mêmes, dans un certain cadre, bien entendu, modifier la forme de la table, jusqu'au robot qui va produire. Et donc là, c'est extrait du 1. Alors, en fait, quelle est l'offre d'Xtri et d'une façon plus générale l'impression 3D, hein? D'abord, économiser de la matière, c'est très clair, et l'impact environnemental lié notamment au CO2. De ce point de vue-là, d'ailleurs, on imprime du béton, mais on imprime aussi des géopolymères, on imprime du plâtre, on imprime de l'argile, et on est en train de voir une évolution très forte, d'ailleurs, des bétons, vers des bétons bas carbone, y compris imprimables. Dans les mois qui viennent, les choses vont beaucoup bouger dans le secteur, et notamment, enfin, particulièrement avec Xtri. Le poids, hein, moins de barres d'acier, moins de fondations, la rapidité, hein, donc on imprime assez rapidement, et puis il n'y a pas cette étape de faire des moules et autres. Réduire des coûts pour faire des formes complexes. Aujourd'hui, pour faire des formes simples, je ne dirais pas qu'on est compétitif, mais ça ne demande qu'à être industrialisé, et on va évoluer. Et puis des choses qui soient customisées. Il y a de plus en plus de demandes, effectivement, des architectes de faire des ouvrages qui soient des ouvrages plutôt signature, mieux intégrés à leur environnement et à ce que les maîtres d'ouvrage souhaitent avoir. Voilà. Notre modèle, donc nous, on est en fait une plateforme d'application
et on a développé la technologie d'impression. Et on a des partenaires qui opèrent des unités. Aujourd'hui, 6 unités, une à Dubaï, une au Japon, une aux États-Unis, enfin 2 aux États-Unis d'ailleurs, maintenant, une en Chine, hein, j'ai un gros préfet en Chine, ça n'est que le début, et en France, une à Rungis et une qui vient d'être installée donc, chez Spil Batignolles en France, et on a un projet, enfin, d'ici fin 2022, je pense qu'on aura au moins 3 autres unités en France installées. Donc voilà, l'objectif, c'est 50 unités en 2025. Le point, c'est que, d'abord, nos partenaires développent leurs propres applications, ça c'est sûr, mais aussi, quand des applications sont intéressantes sur la plateforme, eh bien, on ne fait plus voyager la matière, on fait voyager la maquette numérique. Et un opérateur peut produire, même d'ailleurs en rémunérant celui qui a créé l'objet, peut produire localement des éléments donc, sans avoir à faire voyager la matière. Au début, on a fait voyager en avion. C'était pas terrible. Hein. Voilà. Aujourd'hui, on n'a plus besoin. On produit directement. Enfin, notre partenaire produit. Voilà ce que une idée. Alors, pour la filière béton, un peu une conclusion, comme vous disiez, c'est quoi les enjeux? D'abord, bien, multiplier le nombre de types de béton en fonction des applications. On passe de la production de masse à une production, on va dire, d'épicier, j'ose dire le terme. Voilà. Alors, bien entendu, la filière béton et SNBPE produit une grande gamme de béton très, enfin, pour connaître les centrales à béton, voilà, c'est pas du tout l'image de choses aussi massives que ça, mais on va aller encore plus loin, voilà, je pense, voilà. Des formulations de plus en plus locales, et je pense que là, justement, la filière béton et particulièrement la SNBPE, c'est bien faire, et avec des bétons de moins en moins carbonés, parce que de toute façon, la tendance est forte. Aujourd'hui, les acteurs travaillent avec nous sur des formulations. Voilà, j'ai terminé. Merci Alain de ton intervention. J'ai Nathalie qui nous demande si on doit parler en termes de vocabulaire de béton ou de mortier. Alors, c'était une bonne question jusqu'à mi-2021, puisqu'effectivement, c'était un mortier d'origine, hein, c'est avec un très fin. C'est un BFUP, hein, voilà. Et on est en train pour la passerelle de pleine commune, d'intégrer du granulat dans l'impression. Alors, ce n'est pas un très gros granulat, parce qu'on est 3-4 mm, hein, donc, mais c'est quand même du granulat. Je ne peux pas dire les quantités parce que c'est en cours de réalisation et sous NDA, mais ça aura un impact sur l'empreinte écologique du béton lui-même et sur sa structure, notamment en aidant vous savez que le béton imprimé, c'est du couche à couche, donc à l'homogénéisation de couche à couche avec des granulats donc, qui vont se superposer entre les couches et faire encore plus de liens. Mais effectivement, de plus en plus, ça sera un vrai béton. Ok, merci. Et concernant son impact environnemental, on a Benjamin qui nous demande, parce qu'après de multiples recherches, il n'a pas trouvé toutes les informations qui lui sont utiles au niveau, comment dire, empreinte carbone, hein, où on en est exactement. Quel est le gain en matériaux exactement sur ce béton 3D? Alors, en fait, c'est en perpétuelle évolution. La tendance étant, bien entendu, à réduire l'empreinte écologique. Ça, c'est voilà. Si on prend le matériau lui-même en mortier, BFUP, il a effectivement une forte teneur
en CO2, il a une forte teneur en ciment. Donc, en fait, l'enjeu, c'est de réduire la matière utilisée dans l'application. Donc, on va dire qu'on va réduire la matière en étant entre 40 et 70% de matière en moins en fonction de l'application. Demain, c'est le matériau lui-même qui va changer avec des géopolymères. On est sur des projets européens là, où vraiment on va imprimer des matériaux dans lesquels il y a de moins en moins de ciment, avec autant de résistance. Aujourd'hui, on est quand même à des résistances en compression de plus de 100 MPa. Bon, beaucoup moins en traction, forcément, puisqu'il n'y a pas d'acier. Hein. Mais voilà, donc les études, là, sur la passerelle de pleine commune, il y a une étude qui va sortir sur l'impact environnemental. C'est-à-dire qu'en fait, en plus, nos projets maintenant nécessitent que systématiquement, il y ait un retour de ce point de vue-là. Et voilà, et on travaille, il y a un doctorat à l'École des Ponts qui s'est terminé sur le sujet l'année dernière, qui a commencé à publier des choses. Voilà, donc il y a encore beaucoup de choses à publier, mais comme le disait tout à l'heure Olivier, la partie empreinte écologique du béton, je pense que les producteurs de béton et de ciment ont beaucoup d'efforts à faire pour qu'on ait des fiches produits qui soient de plus en plus complètes de ce point de vue-là. Vous m'entendez? Oui, très bien, Alain, par contre. Alain, est-ce que c'est compris? Voilà. Voilà, non, désolé. Là, je me place du point de vue du client, hein, mais c'est vrai qu'il y a un vrai sujet. Enfin, Olivier l'évoquait tout à l'heure. Hein, et là, il faut vraiment accélérer, quoi, parce que à la fois le BIM, l'industrialisation, la maîtrise de l'empreinte environnementale, c'est obligatoire. On ne sera pas industriel et on ne progressera pas si on n'a pas toutes ces données-là d'entrée pour pouvoir travailler. Et quand on met des gens autour de la table pour travailler sur un projet et qu'on leur dit « Ah ouais, mais ça, on ne sait pas », ça ne démarre pas terrible pour la confiance, quoi. Il faut vraiment, pour travailler de façon collaborative, être le plus transparent possible, sinon on n'avancera pas. Mais Alain, si je reprends la question de Laurent, si on met moins de matière, est-ce qu'on n'a pas un affaiblissement acoustique? Un affaiblissement? Acoustique. Alors, oui, mais le béton, nous, on s'interroge sur l'intérêt de mettre le béton à l'extérieur, notamment le béton imprimé. Et en tout cas, il y a besoin et même à l'intérieur, parfois, de le structurer de telle façon qu'on ait… Enfin, en fait, on a besoin, si on le met droit comme ça, juste avec les couches à couches, effectivement, il va être moins performant en termes acoustiques. Mais l'intérêt de la maquette et de la conception numérique, c'est d'intégrer les contraintes acoustiques et de faire que l'objet ait la fonctionnalité acoustique en plus de la fonctionnalité structurelle, de la fonctionnalité, on va dire, thermique, hein, puisqu'il y a quand même une grande force du béton qui est son inertie thermique. Voilà, donc on peut, grâce à la conception, intégrer des éléments d'acoustique. Alors, dire que c'est fait aujourd'hui, non, mais c'est la tendance qui va se produire, c'est sûr. Et Benjamin réagit en nous disant que, OK pour la matière en moins, mais on construit un mur d'habitation actuellement avec un parpaing qui a une empreinte carbone de 16 kg équivalent CO2 mètre carré. Ouais. Alors, combien pour l'impression 3D?
Eh ben, je dirais, ça dépend. À chaque fois, dans l'application, euh, on va être équivalent. On a fait les études, on va être équivalent, puisqu'en fait, on met beaucoup moins de matière au centimètre carré de mur. Mais si, quand on va passer au béton structurel, imprimé en 3D, là, on va vraiment gagner parce qu'on n'aura plus besoin de mettre entre les parpaings une structure d'acier. C'est le système constructif dans son ensemble qu'il faut regarder et pas seulement un élément. Cela étant, effectivement, aujourd'hui, on n'a pas besoin de mettre de l'impression 3D partout et le parpaing, enfin voilà, je ne pense pas que ce soit demain que l'impression 3D remplace le parpaing. Pour être clair. Mais il faut bien regarder le système constructif dans son ensemble, y compris la mise en œuvre sur le chantier. C'est un cycle complet. Merci. Et pour chaque imprimante a sa formulation. Est-ce qu'il y a quelque chose, on va dire, qui est pour chaque imprimante une formule ou chaque pays a sa formule? Comment ça se passe actuellement? Alors, actuellement, il y a un déficit de fournisseurs de béton et de capacité de formuler localement des bétons imprimables au niveau mondial, hein, j'entends. Hein, ce n'est pas le cas en France et de façon générale en Europe. Nous sommes en plus avec un système qui peut imprimer avec la même tête d'ailleurs tout type de matériaux et donc très très ouvert. C'est-à-dire que contrairement à nos concurrents qui impriment un produit dédié, nos systèmes permettent d'imprimer n'importe quel type de produit. Alors, on a développé depuis l'origine avec la Farjolsim, puis avec Vika, dans le cadre de Villaprint, des bétons imprimables et qui permettent d'avoir une offre, notamment avec la Farjolsim qui développe une gamme, en train de développer une gamme de bétons imprimables en fonction des applications. Donc là, de ce point de vue-là, on a effectivement un partenaire avec lequel on fait progresser les choses, mais nos clients ne sont pas prisonniers d'aucun matériau. Et si localement, ben voilà, on ne peut pas faire voyager du béton imprimable en Chine ou aux États-Unis ou au Japon. Et la demande de nos clients et partenaires qui impriment, voilà, qui produisent, c'est d'avoir des matériaux locaux. Et enfin, on nous demande si ce béton imprimé, on en parle dans la norme. Alors aujourd'hui, il n'y a pas d'Eurocode sur le béton imprimé. Donc on se rattache aux Eurocodes BFUP. Et là, nos projets là, sont suivis, notamment pour ce qui est des passerelles par le CEREMA, pour ce qui est de Villaprint pour le logement par le CSTB. Et donc voilà, on est en train avec eux de travailler à ces normes, sachant qu'on part de très loin, puisque même les tests eux-mêmes, on va dire, ou les tests à faire ne sont pas définis. Donc en fait, on travaille en même temps sur les fonctionnalités, mais aussi, et donc qui doivent répondre à ces fonctionnalités-là, mais aussi, c'est quoi le test qu'il faut faire pour valider un béton. C'est quoi les plans d'assurance qualité en production. Aujourd'hui, on développe des plans d'assurance qualité extrêmement précis, totalement numériques. C'est-à-dire que nous, les plans d'assurance qualité et toutes les données de ce qui est produit au Japon, on y a accès à Rungis. Parce que la data, elle circule non seulement pour ce qui est de la conception, mais aussi pour ce qui est de la production.
ce qui nous permet de travailler avec nos clients imprimeurs sur l'amélioration de la performance industrielle. Et donc, en fait, il y a, Olivier l'exprimait tout à l'heure, c'est quoi la valeur de la data? Typiquement, la valeur d'X3, c'est justement toute cette collecte de données, sa capacité d'analyse, sa capacité de conseil auprès des producteurs pour progresser. Voilà.